Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Allô tout le monde, vous écoutez présentement le 8e épisode de la 3e saison des Dérangeants. Je m'appelle Patrick Marcellet et aujourd'hui, avec nous, Les Dérangeants, Alex Mancy, qui est de Mango Software. Salut Alex, Pat, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Marie-Claude Duquette est là du groupe Triton. Salut! Salut, j'adore ça. Elle est dans les aigus que je suis pas capable de pogner. Non, c'est ça, hein? Salut! Et celle que vous venez d'entendre plus grave, c'est Marie-Philippe Simard de chez Chic Marie. Allô? Salut! C'est l'ange des démons, là. Je suis pas capable d'aller dans le nord. En tout cas. Aujourd'hui, notre invité va être Pierre-Yves McSween. Yes. Un petit peu plus tard dans l'émission. Et ça tombe bien parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est let's go, je me paye du luxe, même si c'est pas nécessairement toujours si bien vu que ça. Ça peut parfois effrayer certaines personnes. Donc, on va se parler de ça un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, évidemment, comme le veut la tradition, on y va avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je vais débuter avec toi, tiens, Alex. Écoute, je vais y aller avec un coup de cœur. Puis je parle pas encore d'actualité, donc ça fait 3 épisodes back-à-back. C'est très bon, Alex. Je fais un coup de cœur de mon entreprise aujourd'hui. On a commencé un nouveau projet. On est une Tu fais un Étienne Crevier de toi-même. C'est ça, Je n'ai pas encore Étienne, mentionné il plug l'entreprise. un événement. C'est ça qu'il fait. Oui, Étienne, il plug des événements de ce temps-ci. Donc, c'est ça. On est Duquel il est le président d'honneur. Oui. Ou quelque chose comme ça. Fait que mon coup de cœur, ça va être Étienne qui revit. Non, c'est ça. Nous, on est une entreprise 100% service. Puis pour ceux qui sont dans le domaine du service, à chaque mois, il faut que tu te renouvelles, tu recommences. Il n'y a pas beaucoup de récurrents. C'est un monde qui est difficile. Ça fait quelques mois qu'on travaille sur un produit. On a engagé quelqu'un en commercialisation. On va lancer ça là, prochainement. Donc, on prend un virage. Je suis vraiment excité qu'on prenne finalement la décision de le faire et le saut. Donc, prochainement, je vais vous en parler, là, puis je vais profiter de l'antenne pour abuser et lancer mon produit. Marc-Claude? J'ai un coup de cœur, dans le fond, 2. Moi, j'ai découvert Audible. Je sais, là, j'ai Nice! j'ai dans l'ancien Bienvenue temps. en 2020. Mais c'est ça, parce que j'avais besoin de rentabiliser mon temps. Fait que de pouvoir lire, ben, en fond, écouter des livres audio, c'est vraiment incroyable. Puis là, je viens de terminer Build to Sell. Je l'ai lu. Puis pour les entreprises de service, j'ai trouvé des choses super intéressantes. Tu sais, moi-même qui est en train de... Bon, tu sais, vous le savez, je parle des fois de mon pivot. C'est du fine-tuning nécessaire. Puis pour toutes les entreprises, c'est ça que vous démarrez puis que vous êtes dans le service, écoutez ou lisez ce livre-là. Donc, c'est Build to Sell de John Rarillo. Rarillo. Il y a un podcast. C'est ce qu'il me il y a disait. plein d'émissions. Ouais. Ouais. Excuse-moi, Marc-Claude, juste... Ta prononciation est parfaite, mais juste pour être sûr que Grippé, tout le ça a l'air monde... de venir du lac. Tout le monde a compris. Peux-tu nous dire comment ça s'écrit? Rarillo. Ça commence avec un R. C'est W-A-R-R-I-L-L-O-W. C'est ça. Ouais, Mais wow. c'est ça qu'on avait compris. Moi, j'ai comme Merci, ça. je- Marie. Ok. Merci. Ok. Fait que c'est super intéressant. Dans le fond, c'est de... tu sais, c'est dans l'idée de si tu veux vendre ton entreprise, comment est-ce que tu vas la construire. Puis, il y a des éléments super clés que même si tu veux pas tu veux pas nécessairement la vendre, pour te la rendre le plus autonome possible, il y a des bons trucs. Puis, si tu arrives justement un jour à devoir la vendre, il y a tout le processus qui est super intéressant. OK. Marie-Philippe, Oui. coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. Ouais, coup de gueule. Je vais parler, tu sais, je m'en prends des fois aux organismes gouvernementaux, puis j'ai reçu beaucoup de commentaires. C'est super le fun parce que les entrepreneurs, ils me disent, hey, moi aussi, j'ai vécu ça, puis c'est comme un laisser-aller collectif. Là. Aujourd'hui, je parle des normes du travail. Ah, Seigneur. Non, mais tu vois, ça, c'est la réaction qu'on a entre entrepreneurs. La semaine passée, je lisais dans le magazine Entrepreneur, t'as-tu vu, l'accent est extraordinaire, que les poursuites que les entrepreneurs vont avoir le plus dans leur vie, c'est les poursuites pour congédiement injustifié. Fait que ça veut dire qu'un salarié s'est fait mettre dehors, il dit que ça n'a pas de bon sens, il va aux normes du travail au Québec, puis bon, il y a un processus qui s'enclenche. Nous, on a vécu une situation il y a 2 ans où on avait engagé un étudiant, l'Université Concordia, un étudiant étranger, puis Concordia payait une partie de son salaire, nous, on payait une partie du salaire. L'étudiant en question était moyen en termes de travail, mais tu sais, quand l'université paye son salaire, tu es un peu moins regardant sur la qualité du travail. Puis, on l'a engagé pour 6 mois, jusqu'à la fin décembre. Début décembre, il nous dit, j'ai les examens, j'ai trop de temps, je suis pas capable de venir travailler, fait que ça va arrêter là. Je dis, parfait, il n'y a pas de problème, bonne chance dans tes projets. Quelques semaines plus tard, on reçoit un appel des normes du travail parce qu'il veut être payé pour le mois de décembre.
même s'il y a un courriel qui dit qu'il ne vient pas travailler, parce que c'est écrit dans son contrat. Fait que là, moi, j'ai beau expliquer à la petite madame, mais eux, c'est ça. Il faut comprendre que les normes du travail, quand il y a une plainte d'un salarié, ils appellent l'employeur pour lui dire, regarde, on a une plainte, fait qu'il faut que tu la règles ou sinon, ça va aller avec un avocat. Fait que nous, on dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. On y envoie le courriel pour dire, gars, il ne veille pas travailler, je ne vais pas le payer pour. Mais c'est ça, un contrat déterminé? C'est un contrat de travail déterminé. Mais il est là le problème. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, les contractuels ne sont pas supposés aller aux normes. Fait que là aussi, en tout cas, il y avait plein de situations touchy avec ça. De toute façon, tu pars coupable avec eux, Mais de toute façon. c'est pour ça que je vais en parler. C'est pas tant de la situation, mais moi, ce qui me fait chier avec ce processus-là, c'est qu'une fois que tu as dit, regarde, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, puis je vais aller me battre pour ça parce que ça n'a pas de bon sens comme situation, bien là, les normes assignent un avocat au salarié. Fait que lui, il ne paye rien. Mais toi, là, si tu veux aller te battre là-dedans, il faut que tu payes, là. Tu n'as pas le choix, là. Fait que là, l'employeur est devant deux choix. Soit qu'il décide d'acheter à paix, puis de payer le salarié parce qu'il veut acheter à paix, ça ne tente pas d'avoir une plainte aux normes ou quoi que ce soit, ou il décide d'aller se battre parce que c'est une question de conviction. Puis à un moment donné, son avocat va faire comme il a fait avec moi. Écoute, fille, tu as raison, là, légalement, mais pour avoir raison, ça va te coûter 20 000 $. Fait que là, fais ce que tu veux, là, mais tu es peut-être mieux de prendre ton trou et faire un chèque. Puis ça, c'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant parce qu'il y en a qui méritent d'être protégés par ça, mais il y en a qui ont compris le système. Là. Ils l'ont compris à game. Là. Puis ils savent que s'ils mettent... Des fois, ils l'ont fait avant. Ils font plein de fois. Puis là, moi, ce gars-là, c'est sûr que c'est ça. Il y a quelqu'un qui explique comment ça marchait. Puis parce que sa plainte n'avait aucun crise de bon sens. Là. Mais ça fait 2 fois, moi, j'entends parler que c'est... Puis d'en prendre note, là, les contrats déterminés, là, c'est ce qui tue le plus. Mais c'est parce que tu peux rien faire, t'es pas gagnant nulle part. Parce que même si tu y vas puis tu gagnes à rien. Tu gagnes à rien. Mais à ce moment-là, puis je conclue avec ça, mais dans le cas d'un contrat déterminé, comme ce que tu dis, Marie-Philippe aurait dû ne pas lui accorder la permission de retourner étudier tout simplement, quoi. Puis de dire non, tu travailles avec nous. Je vais rentrer en détail parce que ça devient juridique, là, puis c'est du cas par cas, mais c'est pas la première fois que j'entends. C'est dans le fond, c'est que si tu as dit à quelqu'un, je t'engage pour 6 mois, tu es supposé le payer pour 6 mois. Même s'il décide qu'il s'en va. Parce que c'est un contrat. C'est ça. OK. Mais c'est intéressant, pareil, à savoir. C'est comme les joueurs de hockey. Tu sais. Ouais. Ben oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est des exactement contrats le même garantis. principe. Oui. C'est des contrats garantis. Moi, je le fais jamais, mais là, je vais me permettre un léger coup de cœur, question de finir ça un peu plus positivement. Traitez-moi de têteux si vous voulez, mais mon coup de cœur, c'est vous qui nous écoutez. Souvent, beaucoup, religieusement, les entrepreneurs, le public en général. Il y a eu dernièrement des expos d'entrepreneurs, entre autres ici à la Place Bonaventure, et les feedbacks qu'on reçoit. Oups, je suis quasiment ému. Les feedbacks qu'on reçoit sont extrêmement positifs, sont le fun souvent aussi. Des fois, on a l'impression un peu de prêcher dans le désert. On fait un podcast, puis bon, tu sais, les répercussions sont pas instantanées et spontanées comme ce que je peux faire à la radio. Mais là, on se rend compte, Alex, je sais que tu as pris des photos avec du monde. Le monde vient te voir. Ouais, on a des c'est fans, le fun. Je trouve ça le littéralement, fun, tu sais. Fait que je tenais à vous le dire, je tenais à vous remercier aussi d'être là toujours de manière de plus en plus assidue. Alors voilà, dans quelques instants, notre invité, lui, il est habitué d'avoir des réactions spontanées et d'avoir de nombreuses réactions. C'est Pierre-Yves McSween qui a accepté d'être ici à la table des dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée puis un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du beurre de pinot. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 $ et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte info@futurpreneur.ca. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Il est comptable de formation et est devenu au cours des dernières années le conseiller financier chouchou des Québécois, un auteur dont le succès rend jaloux n'importe quel grand romancier québécois. Et il faut le dire, la bête noire des bannières commerciales, Pierre-Yves McSween. Salut. Bienvenue dans le studio des dérangeants. Oui, merci. J'aurais pu ajouter, selon certaines personnes à qui je parle, presque gourou jusqu'à un certain point. As-tu ce feeling-là? Je sais que tu peux pas dire oui, là, mais... Il hoche la tête là, en ce moment. Écoute, non, ce que je veux dire, c'est... Moi, j'ai écrit un livre pour parler des bonnes pratiques financières. Mais là, après ça, tu commences à en parler, puis les gens te créent un personnage, puis là, dans le personnage, je veux dire, moi, il faut que je parle de finances. Une sexologue dira pas du genre, il faut avoir une vie sexuelle malsaine. Tu
comprends? Ouais. Elle te dira pas, hey, dans la vie, là, parfois, faut être insatisfaite ou insatisfait. Mais non, même chose avec les finances. Je ne dirais pas, hey, dépense tout ton cash, c'est une mauvaise idée. Donc, il faut que j'explique les bonnes pratiques. Maintenant, une fois que tu as compris comment faire du cash puis comment en accumuler, puis tu en as accumulé, tu as le droit de dépenser un peu, là. Le problème, c'est que le monde dépense avant d'accumuler. C'est juste ça mon problème là, que je dis. Mais là, après ça, le monde extrapole. Je rencontre du monde dans un magasin. Ah ah! Ben oui, mais t'as consommes. raison. Mais t'as raison. On s'est vu au Simons l'autre jour. Oui. Puis c'est drôle, c'est écrit ici. Tu sais, la première remarque qui me vient en tête, c'est ah ben tiens donc, Pierre-Yves McSween au Simons. Ouais, Tiens mais donc. j'étais au Simons, mais j'ai rien acheté. Ah d'accord. C'est que j'ai dit à ma blonde, elle me parle souvent des sacs à main, tu sais. Puis elle dit, ah, j'aimerais ça avoir un beau sac à main. Je dis, bon, on va aller les voir. Au Simon. Au Simon. Mais c'est parce qu'on s'entend, là. On connaît son était nom. là. Non, mais on était là. On était allé voir. Mais c'était juste pour regarder les sacs à main ordinaires, pour montrer, dans le fond, est-ce que ça vaut la peine de payer 2000 $? Si tu me demandes mon idée, c'est non. Mais bon. Mais peu importe, on est juste allé voir. Là, il y a un gars qui monte dans l'escalier. Je dis, hey, c'est Roy Dupuis. Ah non, c'est Patrick Marcellet. Tu m'énerves. Non, mais hey, parlant de magasinage, là, Oui. tu dois te faire dire tout le temps, en avez-vous vraiment besoin? Oui. Mais quand tu as un livre à un demi-million, tu t'acceptes. Ça vient avec. Ça vient avec. Ouais. Et moi, quand je l'ai donné à ma mère, elle était pas tant contente. Est-ce que ta mère bien, dépense? J'ai laissé un cadeau de Noël, puis elle déballe, puis elle est comme, t'as-tu un message à me lancer? Je suis comme, non, mais Ça, je c'est- pense que ça peut être utile. Ta mère que t'as racheté ton entreprise, hein? Oui. OK, Oui, je suis ok. sûr. Mais c'est drôle que vous parliez de ça parce que, tu sais, il y a des chanteurs, je travaille beaucoup évidemment avec des chanteurs, des artistes, puis tout ça, puis il y a des chanteurs qui deviennent prisonniers de leurs plus gros hits. Ils sont écœurés, ils sont plus capables de C'est l'entendre. comme Où aller de Kathleen? Ça pourrait être ça, tu sais, mais tu sais, on pourrait. Oui, on pourrait en parler à J'entends Chris. frapper avec. J'entends frapper, on pourrait parler à Chris Martin. Il y en a qui sont plus capables de l'entendre, tu sais. Ouais. Je comprends ton 500 000 puis tout ça, tu sais, mais est-ce qu'à un moment donné, tu te sens presque prisonnier d'une formule? Non, parce qu'il n'y a aucun livre de finances avant qui avait été un succès. Par exemple, je parlais au Québec là, d'un livre local. Les éditeurs me disaient tout le temps, hey, tu sais, pas d'attente avec un livre de finances. Un. Deux, les recettes, on les a toutes entendues. Donc, ça prenait un angle. C'est l'angle qui a tout changé. Après ça, c'est un angle baveux. Il n'y a jamais un livre de finances qui est là, dit t'économises pas assez, t'es cave. C'était pas de même. Je l'ai dit, mais c'est taquin. Si tu lis, c'est baveux tout le long, c'est sympathique, mais on n'applique pas tout ça en même temps. Là. C'est un petit peu. Là. Mais non, je suis pas pris là-dedans. Moi, je l'assume. J'ai porté pendant 365 jours le même T-shirt tous les jours. Pas le même. J'en avais fait faire 5. Là. Mais j'ai pas... C'est pas comme Mark Zuckerberg là, qui voulait pas se casser la tête le matin. Là. Ouais, mais moi, c'était beaucoup plus. Je vais faire un statement, je vais le porter, le T-shirt. Fait que 6 mois avant de publier le livre, je portais un T-shirt, puis 6 mois après, puis une couple de mois après. Pendant plus qu'un an, j'ai porté le T-shirt tous les jours. Je m'en foutais. On m'a niaisé avec ça. Je disais, ouais, niaisez-moi comme vous voulez. Je vais vous le montrer que ça peut marcher. Puis comme de fait, on m'avait dit de ne pas faire un livre noir. On m'avait dit de ne pas faire un livre qui dit achète pas le livre. C'était comme un écoute pas ça de Jean-Pierre Ferland. Puis on m'avait dit de ne pas parler d'un livre avant de l'imprimer. Puis j'en ai parlé quand même. Et tout ça, c'est avéré une bonne idée. Au bout du compte. Exact. Donc, n'écoutez jamais les personnes qui disent on fait pas comme ça dans l'industrie. Bien, justement, si tu veux changer ton industrie, fais autrement. Moi, je faisais des recherches pour l'entrevue, là, puis j'ai vu qu'il y a plusieurs humoristes, personnalités publiques qui s'étaient moqués un peu de Ah oui. toi. Puis il y en a beaucoup qui te traitent de cheap. Ah oui. Mais ça te gosse-tu un moment donné? Ben, tu sais, dans le fond, c'est à cause que les chroniques le matin, Paul Arcand, il niaisait, tu sais, puis moi, j'embarque là-dedans. Tu sais, comme si je voyais tout le temps l'envers financier de tout. Donc, j'embarque là, à puissance 110 % sans problème. Je m'en fous, là, tu sais. On taquine le concept, puis si on te taquine, c'est parce que tu déranges. Mais est-ce que toi, tu te considères cheap? Non. Ma blonde vous dirait que je suis pas cheap. Là, l'affaire, c'est que j'ai placé mon argent. Mais là, je fais de l'argent. Donc, j'ai jamais dépensé autant d'argent que maintenant. Mais quand j'avais 20 ans, ma première dépense, c'était Montréal. 21 ans, 22, 23, 24, 25, 26, jusqu'à 30 ans, moi. Plafond réel tout le temps. Le CELI est embarqué. J'ai embarqué dans le CELI. Donc, tu sais, c'est ça. C'était ma priorité. Mais une fois que j'ai atteint mon objectif de placement, je dépense autant que vous autres. La différence, c'est que avant de me payer une bière à 10 $, est-ce que je vais être capable de mettre des réels sonner? La réponse, c'est oui. C'est beau, je vais la payer, la bière à 10 $. Puis si on va souper ensemble, tu ne paieras jamais la facture. Tu comprends? Je ne suis pas cheap jamais. De toute façon, j'ai plus les moyens d'être cheap. J'ai pas le droit. Mais cela étant dit, donc, le principe, c'est quand même donc de ne pas dépenser ce que tu n'as pas, grosso modo. Mais en gros, c'est de mettre l'investissement en premier, avant la dépense. Là, maintenant que tu as des sous, c'est correct, je comprends tout ça. Il reste que tu as des principes à enseigner à tes enfants. Est-ce qu'eux regrettent, jusqu'à un certain point, d'avoir Pierre-Yves McSween comme papa? Parce qu'à un moment donné, comme petit cul de 10-11 ans, quand tu dis t'as peu, là. Tout le monde a ses incohérences. Et moi, le premier. Mes enfants ont eu tous les Legos que je n'ai pas eus. OK. Non, tu comprends que mes enfants ont beaucoup de Legos.
parce que je trouvais ça instructif. C'est pas Puis- cher, des Legos, en plus. C'est rendu cher. C'est rendu cher. Puis dans mon temps, c'était pas cher. Là, c'est cher. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est instructif. Mais tu vois, ils ont décroché plus vite que moi. Bon, OK, j'ai comme acheté des Legos pour moi, finalement. Fait que là, t'es fait toi-même. Non, mes enfants sont gâtés. Là. Ils ont chacun leur chambre à Montréal. Déjà en partant, on s'entend dessus. Là. Leurs parents sont séparés, puis ils ont chacun leur chambre dans les 2 places. Là. Ils sont gâtés pourris. Là. Après ça, je sais pas, moi, ils sont pas privés de grand-chose. OK. Quand ils ont envie de manger au restaurant, bon, ils vont. Puis c'est juste que là, faut pas oublier que mes enfants vivent dans une période où leurs parents sont rendus à 40 ans, donc l'apogée des revenus. Mais quand j'avais 20 ans, je ne vivais pas la même vie. T'sais. Moi, à l'université, sortir d'un bar, oublie ça, j'y allais pas. C'était bien trop cher. T'sais. Et je parle de ça parce que toi, donc, en quelque part, t'en donnes beaucoup à tes enfants, visiblement. Tous tes parents ont eu des gros problèmes financiers. Non, je ne veux pas revenir trop là-dessus. Je vais t'expliquer pourquoi. En somme, si mes parents ont investi en immobilier, ça a plus ou moins marché. Puis quand le journaliste m'a fait son entrevue là-dessus, il a comme insisté là-dessus. Puis ça m'a fait de la peine parce que j'avais dit, écoute, c'est mes parents, c'est une histoire, c'est un passé. Écoeure-les pas avec ça 25 ans plus tard, tu comprends? Mais c'est juste que moi, quand je suis arrivé à l'université, j'avais une personne sur qui il fallait que je me fie, c'était moi. Avec là, tu arrives dans ton appartement, puis là, il faut que ta chambre te coûte moins de 180 $ par mois all-in. Là. Donc là, moi puis mes 2 amis, ce qu'on a fait, c'est que mon ami avait sa chambre, mon ami avait la chambre, puis moi puis l'autre gars, on avait dit, correct, on va prendre le 4,5, 5,5, là. Puis le salon était séparé en 2 par un paravent, puis une année sur 2, on va inverser, fait qu'on va coucher chacun. Moi, j'étais dans le salon une année et demie, puis mon autre coloc a été dans le salon une année et demie. Il y avait une espèce de paravent coulissant avec la demi... Tu sais, le faux mur là, que tu te fais. Oui. Donc, en somme, pendant 3 ans d'université, la moitié de mes 3 ans, les 3 premières années, j'ai couché derrière un paravent dans une chambre avec un lit simple. Puis c'était ordinaire, pas de fenêtre. Là. Mais comme, es-tu heureux à ce moment-là? T'as dit-tu tabarnouche? Hey, mais ce qui est bon, c'est que t'as pas d'attente. Hey, t'es dans le cadre. T'es dans le parc extension. T'es tout seul de francophone à l'époque. T'es tout seul de francophone, puis là, la fille de TNT qui cogne chez vous pour faire sa publicité, elle est toute contente de rencontrer des francophones. Elle rentre, puis elle vient prendre un verre d'eau. Et après ça, non, mais c'était vous, le gars du recensement est rentré aussi pour nous jaser. Il en revenait pas. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Et là, je suis sur Burnham, écoute, à côté de Beaumont, à côté du boulevard L'Acadie, puis 100 mètres plus loin, t'as des millionnaires. Tu sais, c'est vraiment comme le mur de Berlin de Montréal. Et c'est ça mes attentes. Imagine-tu quand tu pars de là, t'en as plus d'attente. Je veux dire, Tout est mieux. Tout est mieux. Fait que j'ai tout le temps amélioré mon... Imagine, t'en connais-tu beaucoup du monde qui ont passé de Parc Extension à Côte-des-Neiges? Tu sais, quand tu passes à Côte-des-Neiges, tu dis j'ai un upgrade social. Après ça, j'étais allé à Saint-Henri dans le temps que c'était crade, un autre upgrade social. Après ça, j'étais allé à Ville-Marie sur Frontenac, un autre upgrade social. Après ça, je me suis retrouvé dans Hochelaga. Là, j'étais à l'apothéose. J'entendais pas les camions. Et là, après ça, je me suis retrouvé dans la grande société, c'est-à-dire au nord de Sherbrooke. Puis là, je dis, wow, j'ai réussi. Ben. Mais quand t'es chez vous à Valleyfield, puis t'as toute l'abondance en bas de 18 ans d'une maison, puis d'un bord de l'eau, puis t'arrives après ça à Montréal, tu te dis, aïe, mes attentes étaient élevées quand j'étais petit, parce que là tu rêves à Outremont, Westmount. Au bout de 6 mois, t'as compris que ça n'arrivera pas. À moins que tu animes un show à Radio-Canada pendant 25 ans, ça t'arrivera pas. Donc, tu vas rester dans Rosemont, ça va être pas mal ça. On est très bien à Rosemont. Oui. Le fait justement qu'on a, tu sais, quand on est jeune, puis on n'a pas une scène, à quelque part, on devient débrouillard. T'as pas le choix. Là. C'est un instinct de survie. Là. Ça dépend à qui, parce que moi, j'ai enseigné à l'université pas mal. Puis je vais te dire une chose, quand tu as enseigné à HEC, tu as tout dans ta classe. T'as du monde qui arrive d'un autre pays qui avec pas une scène, puis que là, il s'arrange. Tu as des enfants communs, puis tu en as qui sont déjà établis. Tu sais, le kid débarque de Brébeuf, son père a été élevé sur Maplewood, le grand-père était là, puis lui, il était là, puis il te parle déjà d'investir 100 000 dans des actifs immobiliers pendant qu'il est aux études. Tu sais qu'il part pas à la même place que toi. Tu sais qu'il va être plus riche que toi en sortant de l'école, puis pour toujours. Et c'est ça, l'argent, quand dans le jeune, c'est tellement exponentiel. Donc moi, je remercie le Pierre-Yves plus jeune d'avoir été prudent. Mais toi, tes enfants, là, sans dire que tu les mettrais dans la merde, tu les laisserais-tu? Non, Débrouillez-vous. Mes enfants, je m'arrange. Mon but à moi, c'est qu'ils partent à plus 10. T'sais. Si nous autres, on part à 0, mettons que tu es la première génération à faire du gros capital, tu veux que tes enfants partent à plus 1 pour qu'ils donnent à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, mais peut-être la terre n'existera plus, je sais pas. Mais en somme, moi, j'aimerais ça qu'ils ne traînent pas chez nous trop longtemps. Tu sais, si tes enfants veulent se partir en affaires plus tard, parce que ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui se partent en affaires ou qui sont en affaires, puis ils n'ont pas nécessairement le capital nécessaire pour pouvoir partir un projet, qu'est-ce que tu conseillerais au moment? Est-ce qu'il y a un bon moment pour s'endetter? L'endettement, c'est positif. Quand tu es jeune, au pire, tu fais faillite. Et c'est épouvantable que je dise ça, mais il y a rien. Tu sais, quand tu es entrepreneur, mettons aujourd'hui, là, je risque toute ma fortune. Je capote. Mais quand j'ai 20 ans, je risque mon 5 000 que j'ai au pire. Tu sais, tu te refais. Plus tu vieillis, moins tu peux te refaire et plus tu es comme, je veux pas perdre mes acquis. Mais non, moi, je les encourager. C'est juste que je vais leur dire une chose, là, je sais pas, vous êtes là-dedans, là,
Mais je dirais, ouvre pas un autre hostie de café. Tu sais, je veux dire, il y en a été, tu comprends-tu? Non, mais tu sais, excusez-moi d'avoir sacré, mais tu peux pas. Tu vois, va pas, tu sais, ce que j'ai compris en étant auditeur. En fait, ma carrière de comptable, dans le bureau comptable, qui était la meilleure chose, c'est que j'étais auditeur. Donc, vérificateur à l'époque, on appelait. J'ai vu toutes les business d'en arrière. Et ce que ça m'a fait réaliser dans la jeune vingtaine, c'est, OK, plus la business est cool, moins elle est payante. Et plus ta job est cool, moins elle est payante. Donc, il faut que tu fasses la job que personne ne veut faire dans une business pas sexy. Et j'ai compris finalement qu'être VP d'une banque canadienne, c'était cool. Tu fais une grosse paye, c'est pas sexy, mais c'est drette. Ouais. T'es VP chez le Canadien, c'est pas la même game. Le monde tripe sur le produit, mais la vie de comptable en arrière n'est pas si excitante que ça. Fait que le B2B, moi, c'est ça qui m'a excité le plus, de dire, hey, arrêtez de penser au café 4e génération, au 6e vague. Pensez donc à... Moi, j'avais une étudiante, son père, il s'occupait, il faisait des pièces d'ascenseur, tu sais. Elle faisait du cheval aussi, là, l'étudiante, tu sais. Donc, son père a une PME de patente d'ascenseur, mais elle fait du cheval. Moi, j'ai jamais fait ça, du cheval. C'était trop cher, juste l'entretenir. Donc, tu sais, oui, je vais l'encourager, puis je vais avoir les moyens. C'est pas pire, je pourrais lui donner 10-15 000 pour commencer, là, tu sais. C'est ça. On rit parce que souvent, tu le fais avec candeur, tu le fais, bon, tu sais... il reste que, je suppose que je disais tout à l'heure, tu es un peu le cauchemar des bannières puis tout ça. Est-ce que tu as déjà reçu beaucoup de hate mail, par exemple, je sais pas, de planificateurs financiers, de tes pairs, de grandes entreprises? Les planificateurs financiers sont contents. Dans le fond, je fais la promotion d'épargne. Donc, les autres, ils sont contents. Des grandes entreprises, mettons. Grandes entreprises, je dirais, j'ai-tu déjà eu j'ai plus, en fait, ceux qui m'en veulent le plus. C'est le monde qui lise, mettons, ou ils écoutent l'émission, peu importe, les lui, il fait directement où ça fait mal. Ceux-là, ils maïssent, puis là, il s'attaque à moi. T'sais, on sait bien, toi. Ben, c'est ça, si tu meurs d'un cancer à 40 ans, ouais, mais si je meurs pas. Moi, chaque fois, je leur réponds ça. Puis quand quelqu'un m'insulte, me niaise, ça, en tout cas, je vais pas de ta vie, je préfère la mienne. Bon, moi, ton capital financier, puis on va en parler. Non, à chaque fois, je fais une petite joke avec ça, mais je ramène tout le temps à ça, hein. Tu sais, c'est des mécanismes. J'explique le mécanisme avec humour. C'est tout. Puis si tu m'aimes pas pour ça, personne n'en veut à Ricardo, tu sais. Personne va dire... Ricardo, ton pâté chinois, là, moi, je le fais pas de même. Puis t'as pas d'allure, puis t'es un cave. Personne ne va dire ça. Parce que ça attaque pas quelque chose de fondamental. Mais l'argent, ça touche tout le monde. Il y a des injustices. Fait que ceux qui sont injustement traités capotent, ceux qui ont mal joué capotent, puis ceux qui sont favorisés n'aiment pas qu'on leur dise. Donc, tu peux te faire des ennemis sur tous les plans. Je suppose que ton rapport à l'argent a changé à un moment donné, au fil du succès et au fil des dernières années. Mon rapport à la fiscalité. C'est-à-dire? Ça fait mal. La fiscalité fait mal. Et ce qui me choque le plus, c'est plus tu fais d'argent, plus tu paies d'impôts. Mais ça, j'en ai toujours payé. Mais plus quand tu vois la fraude fiscale à côté, tu te dis, Colin, là, moi, je viens. Mon prochain dollar. Là, quelqu'un t'appelle. Il dit, tu ferais-tu tel contrat? OK, quand tu me donnes 400$, parfait. Mais là, tu lui dis, attends une minute, là. Hey, telle personne, il le fait pour 300. Oui, mais telle personne, c'est son salaire de base. Donc, le 300 est tout pour lui. Là. Moi, je vais payer 53,31% d'impôts sur le 400$. Fait que là, je vais aller travailler pour moins de 200$. Puis tu me demandes ma fin de semaine. Fait que là, ça change mon rapport à l'effort supplémentaire. Maintenant, je refuse. Je suis passé du côté où on peut refuser des choses. Puis ça, c'est excitant. Dire non. Tu as les moyens de dire non. Puis sais-tu quoi? Ça te fait faire encore plus d'argent parce que là, les gens, ce qu'ils veulent vraiment t'avoir, ils vont payer. Ouais. Ça, j'adore ça. Quand tu as le pouvoir de dire non, c'est presque excitant. C'est presque sexuel. Tu veux dire, oui, j'exagère. Tu me sembles avoir une méchante vie sexuelle. Oui, non, mais c'est ce que. Oui, moi, je viens tout le temps avec ça pour faire un peu rire le monde. C'est comme il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine sur Facebook qui dit ça doit être plus excitant que de la pornographie pour toi, ça. Je dis, ben non, c'est bien plus excitant les calculs que la pornographie. Il dit pourquoi? Après l'orgasme, les calculs sont encore là. Tu sais, l'excitation demeure. Non, moi, c'est le rapport à l'argent. Non, mais le rapport à l'investissement, oui. Puis je le prône, ça, c'est-à-dire, je n'ai plus peur de prendre du risque par rapport à plus jeune parce que j'ai les moyens. Fait que là, je suis rendu dans le prêt privé. C'est-à-dire que je suis prêt à être un Shylock. Non, je niaise. Faut pas dire Shylock, maintenant, il y a un autre terme, c'est prêteur usuraire. Je suis prêt maintenant à investir dans une compagnie privée. Si tu m'arrivais avec un projet d'investissement et tu me disais, as-tu 20 000? Je suis capable de l'assumer. Mais il y a 15 ans, 20 000, c'était mon épargne de 2 ans. Mais plus tu as d'argent, plus tu peux prendre du risque et plus tu peux faire du rendement. C'est ça qui est injuste dans notre système. Tu sais, on voit les ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Ah, c'est ça. Ouais. Mais pour prendre un bon rendement, il faut que tu prennes du risque. Pour prendre du risque, il faut que tu sois capable de le perdre. Puis moi, quand on fait beaucoup la promotion des jeunes entrepreneurs là, qui risquent tout, là, leur famille, leurs enfants, moi, ça me fait capoter là, quand je vois quelqu'un s'acharner dans un projet qui ne fonctionnera jamais.
puis qu'il va priver ses enfants de quelque chose. Donc, moi, il y a un côté de moi qu'il fallait qu'ils s'établissent avant de prendre du risque. En même temps, ce gros risque-là, parce qu'on est tous des entrepreneurs qui ont pris quand même des gros risques, ces gros risques-là peuvent être vraiment payants. Oui, puis ils peuvent être aussi le bonheur qu'il y a derrière. Mais moi, j'ai une admiration pour des gens comme vous qui mettent leurs 2 couilles sur la table, puis ceux de tout le monde alentour, puis disent « Je suis all-in dans un projet. » Parce que, mettons que tu te lances une entreprise, pour en sortir, tu as 3 façons. Faire faillite, la vendre ou la céder à tes enfants, ou peu importe. Mais là, si, mettons, demain, tu changes d'idée, je sais pas c'est quoi la nature de votre entreprise, mais tu dis, hey, moi, mon entreprise, ça me tente plus là. Je voudrais régler ça. Là. Non, faut que tu continues l'exploitation. Puis quand tu te couches le soir, tu y penses. Puis quand tu te lèves le matin, tu y penses. Mes payes sont-tu faites? La paye va-tu passer? C'est beaucoup de stress. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, puis je voudrais revenir là-dessus sur les conseils aux entrepreneurs notamment. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes aux individus, par exemple dans ton livre, qui seraient facilement, qu'on pourrait facilement les offrir aussi aux entrepreneurs dans le cadre de leurs entreprises? Je dirais les coûts fixes. Je donne tout le temps l'exemple d'un gars qui m'est arrivé de m'emmener avec... il m'a invité dans son local. J'arrive dans son local, je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est un local commercial, il était disponible et j'étais tellement content, je l'ai pris. Ouais, t'as combien de clients? Je n'ai pas encore, mon projet est en développement. Je dis, là, toi, tu as pris un bail commercial de 2 ans à 2-3 000 par mois pour une entreprise qui n'existe pas encore. Ça, commence dans ton sous-sol, rencontre tes clients dans des cafés, déplace-toi au lieu de les faire venir dans tes bureaux qui n'existent pas encore. Le monde, dans une entreprise de service, veut le faire affaire avec toi. Mais que tu aies des beaux bureaux, il se dit juste, je vais les payer. Donc, ça, c'est le premier affaire vraiment. Puis le deuxième, c'est, ça prend un plan. Il y a du monde qui se lance, puis on verra, tu sais, puis ils n'ont pas de planification. Moi, j'ai un ami qui est parti d'une boulangerie, OK, sur Mont-Royal. Mais lui, c'est un banquier qui a pris sa retraite à 53 ans. Écoute, il y a des calculs, des chiffres de courbe de croissance, des analyses d'écart. Il fait des tableaux de bord. Donc, un entrepreneur qui ne check pas les résultats au fur et à mesure qu'il arrive et qui n'a juste pas le tir, il se réveille un matin, je dois 100 000 puis j'ai pas de revenus. Donc, coût fixe puis gestion des résultats. Ouais. Mais surtout, mets-toi les 2 mains dedans. Moi, quand je vois un entrepreneur qui commence puis qui n'a pas les 2 mains dedans, je trouve ça vraiment, vraiment fatigant parce que je dis, si tu ne mets pas les 2 mains dedans, comment tu veux convaincre un investisseur de lui avoir les 2 mains dedans puis de prendre une banque? Il faut que tu y mettes du tien. Donc, ça prend du capital avant aussi. Dernière petite question pour toi. Je reçois un gros retour en crédit d'impôt. T'as reçu ça, toi? Recherche et développement? Ben oui. OK. T'as recherché quoi? On en parlera tantôt. OK. C'est une situation, là. OK. On paye une dette, on le place ou je me sors un bonus? Ça dépend. Ta dette, elle te coûte combien? 6 Ton placement peut-tu te rapporter plus que 6 de net d'impôt? Es-tu capable d'assumer le risque? Puis tu payes un bonus, t'en as-tu besoin? Tu sais, c'est des questions, tu sais, dans le fond. Les gens m'écrivent tout le temps avec des conseils financiers personnels, là, avec des questions à large. Est-ce que je dois prendre mon RRQ tout de suite? Mais tu vas-tu mourir jeune? Est-ce que tu en as besoin? Tu sais, ça dépend. Mais moi, je dis, l'effet de levier, je tripe. Moi, je suis un tripeux d'effet de levier. Quand tu peux te financer à 2,5 %, pourquoi tu irais rembourser une dette trop vite? Puis quand tu réussis à faire du 6-7 %, c'est sûr que tu le vois dans ton bilan. Tu sais, moi, j'ai 2 duplex à Montréal, là, puis mon passif sur les 2 duplex, là, il est 980 000. Écoute, il y a de quoi acheter quelqu'un en terre. Mais les 2 duplex valent 1 million quelque. Donc, si je vends 2 duplex, j'ai de l'argent dans mes poches, pourquoi je paniquerais? Ouais. Le marché liquide. Mais c'est sûr que quand je vois la dette, écoute. Elle te fatigue. Hein? Ben, les duplex sont pas dans mon bilan de banque. Ils ne démontrent pas. Ils montrent ta dette, mais ils disent pas, hey, t'as 2 immeubles, voici la valeur. Ouais. Mon actif net est positif, mais cette dette-là me fatigue visuellement, mais tant que le financement n'est pas cher, c'est correct. Puis le jour où le financement est trop cher, je vendrai, puis j'irai dans un 4,5. Ce que je comprends, c'est que tu n'as pas peur que le marché immobilier s'écroule non plus, visiblement. Bien, pas le marché immobilier de l'habitat. Okay. Un centre commercial, je serais un peu plus stressé. Là. Mais tu sais, il faut bien se loger quelque part. Donc, je pense pas que ça va s'effondrer, mais je pense qu'un marché peut perdre dans des périodes 10 %, c'est déjà arrivé. Mais les plus jeunes, là, Patrick, tu t'en souviens sûrement, tu sais, au début des années 90, là, tu pouvais acheter n'importe quoi. Ah, toi, tes parents, ils sont jeunes, tes parents, parce que moi, mes parents, tu sais, je veux dire, dans les années 90, c'était la pire décennie de l'immobilier, 91-98. Là. Les gens qui ont acheté dans cette période-là sont comme, moi, j'ai acheté mon duplex, là, ça me paye ça 25 000 ou 100 000, puis là, il vaut 600-700. Oui, mais tu as payé de l'intérêt pendant 30 ans, tu as rénové ça, tu as entretenu ça, tes salaires ont doublé. T'sais. Les gens oublient avec l'immobilier. C'est comme une espèce de ruée vers l'or, mais dans le fond. Ces temps-ci, on entend souvent je pense qu'il va y avoir une crise économique, le monde commence à devenir plus frileux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est qu'à un moment donné, il y a une limite à la croissance. Tu regardes les marchés boursiers, puis ils sont tout le temps en hausse depuis la fameuse crise financière.
Tu regardes l'immobilier tout le temps en hausse, en hausse, en hausse. Tu regardes le salaire du monde, ça ne suit pas nécessairement. Le taux d'endettement du monde est au plafond. Les bénéfices des entreprises ne sont pas proportionnels à la hausse de valeur boursière. Donc, si ce n'est pas une crise économique, parce que des cycles, un moment donné, si on n'est pas en ébullition trop grande, à un moment donné, il faut qu'il y ait un plafonnement ou une décote. Mais quand tu as un portefeuille diversifié, tu te dis, ça va arriver. Donc, je prends mon portefeuille, je regarde combien je vaux, puis je dis, je suis capable de prendre une perte de 10 Oui. 15 Oui. Ça va. Quand tu es diversifié, tu sais que ça va arriver. Regarde, en 2018, ça a baissé. Puis moi, j'ai connu la crise financière. Je me souviens, j'avais 92 000 $ de placement. OK, j'étais à peu près, là. J'ai dit ça, ouais. Tu parles de celle de 2008? Oui. Okay. J'avais 92 000 $, j'avais comme 27, 28, 29 ans, peu importe. Ouais. Puis, j'ai vu ça fondre de 40 là. Mais c'était de l'argent de ma retraite. C'était juste un chiffre. Mais ça a monté, ça n'a pas été si long que ça à remonter. Oui, mais pendant que ça descend, là, puis toi, tu travailles dans une banque, là, puis chaque jour, là, tu vois moins 8 moins 7 moins... Et un moment donné, tout le monde vendait. Mais je dis, mais non, quand ça va remonter d'un coup. Donc, ça a pris 1 an et demi avant que ça revienne. Puis j'ai même dépassé le 92 000 que j'avais. Mais quand tu regardes froidement, c'est facile à dire après, mais quand tu vois les placements baisser de même... T'as chaud. Tu viens de perdre 30 000, une année de salaire, tu sais. Donc, ça... Mais ça va-tu arriver? Oui. Quand? Je sais pas. Puis, est-ce que ça va revenir de façon cyclique? La réponse est oui. Il faut juste être capable de prendre le hit. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le moment qui sont très endettés pour être capable d'investir. Puis quand que ça arrive, ben, les gens ils vont se faire des rappels de marge. C'est-à-dire que si les placements en bourse baissent, il faut qu'ils remboursent la baisse de valeur du prêt. Puis là, ils ne seront pas capables, certains. Donc là, ça va. C'est là l'importance du petit bas de laine. Un gros bas de laine, oui. Tu dois trouver qu'on est sous-éduqué, économiquement parlant, en général, les Québécois. Tu sais, je pense qu'on a des enfants, toi puis moi, là, tu sais... oui, puis non. Juste les enfants, là, mais... Oui, puis non, parce que si tu regardes la proportion de sur quoi la société axe le plus, dans les médias ou partout, ça n'a jamais été l'argent avant. Fait que là, on commence au Québec. Là. Mais avant, c'était vraiment comme la culture, la littérature, même mon école secondaire. J'ai jamais eu le cours de cash. J'avais vie économique. C'était donné par le prof de géo qui voulait pas donner le cours, qui était pas assez, qui était encore trop précaire pour avoir le cours. Fait que là, tu avais le vieux livre de vie économique d'il y a 25 ans. Puis là, on va faire un budget. Puis là, ma prof, elle mélangeait le mot fluctuer puis augmenter. Elle dit... À cause d'elle, j'ai pensé longtemps que fluctuer, ça voulait dire augmenter. Il est en fluctue. Il fluctue. Encore chanceux, nous autres, on a fait de la soupe. Ben, j'ai fait de la soupe, moi aussi, en économie. J'ai fait des boxeurs. En économie familiale. Oui, mais ça, c'est secondaire 1-2. Moi, je te parle de secondaire 5. Puis là, le cours est revenu, puis là, je suis content parce que j'ai fait un livre avec les éditions RP, puis c'est lui qui est utilisé dans certaines écoles. Donc là, il y a comme une espèce d'intégration de mon produit. Quand même. Mais non, mais oui, mais c'est parce qu'on n'en parle pas à nos enfants. J'ai des parents qui m'écrivent désarçonnés que leurs enfants ne sont pas autonomes. Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Ben là, il y a une job à temps partiel, il a lâché l'école, puis on le fait vivre. Ben oui, il y a 28 ans. Tu sais, à un moment donné, donner un coup de pied, où est-ce que ça prend? C'est ça. Es-tu en train d'écrire un autre livre? J'ai beaucoup de... Moi, quand je suis allé voir l'éditeur, j'avais une trilogie dans la tête. Oh. Donc, je suis en train d'en écrire un autre qui va sortir en septembre, qui va s'appeler Liberté 45. Tu sais, on a parlé souvent de Liberté 55. Liberté 55, oui. Moi, je veux qu'on parle de la liberté à 45 ans, mais pas la retraite, la liberté, le pouvoir de dire non. Puis à chacun, notre auteur, on peut y arriver d'une certaine façon. Pas d'être riche, là. De juste pas être pauvre, tu sais. Donc, là, comment ça se fait? Comment notre système fonctionne? C'est quoi les mécanismes? Donc, c'est un peu ça que je vise. Après ça, j'en ai un autre sur le droit familial, la facture amoureuse, mais le problème, c'est il y a un droit familial qui va être réinventé, fait que j'attends de voir le résultat avant de sortir. Okay. Puis, c'est ça. J'ai quelques projets comme ça. Parce que ça, c'est un de tes slogans, là, que l'amour est... La facture amoureuse, oui, c'est de l'argent, écoute. Moi, là, ça brise mon rêve de pouliche puis de licorne. Ceux qui sont séparés peuvent te le dire, que ça coûte cher. Écoute, tu sais, quand ta blonde, c'est un actif jusqu'à temps qu'elle devienne impassif. Ça peut être le contraire. Ou l'inverse, oui, j'ai dit ta blonde parce que moi, je suis dans ce sens-là, mais tu peux l'aider l'inverse. Puis il y a des gens qui demandent rien, puis il y a des gens qui demandent tout, puis il y a des gens qui se battent en cours, puis il y a des gens qui se battent. Tu sais, il y a un couple très populaire, que leur divorce dure très, 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 très longtemps dans les médias. Je les nommerai pas, mais tout le monde sait c'est qui. Ça, c'est épouvantable, tu sais, mais ça coûte une fortune, tu sais. Puis ce qui est poche, c'est que, mettons, vous êtes entrepreneur, puis vous vous séparez dans le moment où votre entreprise est en croissance, mais elle n'a pas de liquidité. Là, ton conjoint ou ta conjointe qui est ta partenaire avec toi dit « Je veux que tu me rachètes. » Parfait. Fais réévaluer l'entreprise sur le potentiel futur. Mais là, à ta minute, là, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Donc, toi, tu te verses tout de suite une valeur à l'ex, mais tu n'es pas sûr que ça va marcher. Donc, tu es en train d'y promettre, d'y geler sa valeur. Fait que celui qui reçoit le chèque dit « Ah, j'ai caché tout de suite. » Mais si tu fais un succès, il va avoir caché pas assez. Puis si tu fais un échec, il va t'avoir pas volé, mais il va avoir eu plus que la valeur réelle. Donc, il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui se sépare parce qu'il est obligé de détruire la matière fiscale.
la matière fiscale. Et, non, mais pour vrai, ça coûte cher en fiscalité parce que, mettons, tu as un Inc., tu laisses l'argent dans le Inc., puis là, à un moment donné, il faut que tu déclares un salaire pour payer l'autre. Fait que là, tu payes le taux d'impôt, tu perds les allocations canadiennes pour enfants. C'est mortel. Fait que ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est de rester avec la personne même si on ne l'aime plus. Non, parce que des fois, mon ami appelle ça un speed ticket, un ticket de vitesse. C'est-à-dire que parfois, pour aller plus loin, il faut que tu acceptes de payer le ticket de vitesse. Mais de toute façon, on s'entend, là. L'amour, c'est pas juste de l'argent, il y a aussi du cœur. Et c'est sur ces paroles de sagesse que je te dis merci beaucoup, Pierre-Yves McSween. Mais Vraiment, encore, merci. oui, mais mettez l'argent quand même dans le REE avant le cœur. OK, d'accord. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP, la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Les Dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. De retour avec les dérangeants. Et avant de passer au débat, on a pour vous une petite question dérangeante, évidemment. C'est la tradition. Vous allez voir, c'est pas long, mais ça réveille. À la tête de votre entreprise, là, je vous demande d'être le plus honnête possible. Qu'est-ce qui vous fait le plus chier? C'est absolument nécessaire, mais maudit que ça m'écœure le payroll aux 2 semaines. On dirait que ça arrive jamais au bon moment. T'es comme, non, c'est l'affaire que j'haïs le plus. Mais tu veux dire le faire ou le payer? Un peu des deux. Je le fais pas, là, mais tu sais, s'il faut que je pèse sur le bouton approuver, là. Mais moi, je l'ai mis à la semaine. Puis j'aime beaucoup ça. OK. C'est moins fatigant que 2 fois par mois. Parce que c'est des plus petits montants? Ouais. OK. Parce que sinon, il faut que tu accumules mieux 2 fois gérer. par mois. Je trouve ça plus facile. OK. Petit truc. Et toi, Marc-Claude? Mais j'ai envie de dire avec en ce moment, ce qui me fait le plus chier, là, c'est vraiment il y a des clients qui s'essayent. Tu sais, qu'ils te gossent sur une virgule puis qu'ils te payent pas. Là. Alors, tu sais que tu es rendu à la job, puis ça m'atteint, ça m'affecte. Ça met en. Quand la facture rentre, ils sont plus satisfaits. Ouais, tout d'un coup, ils viennent de se réveiller, puis ils sont comme, ben, tu sais, c'était pas ce que j'avais en tête. Puis je suis comme, ouais, man, je peux pas deviner, là. Fait que, ouais, c'est ce qui me Puis comment m'agresse tu le plus. réagis à ça à ce moment-là? Toi, es-tu facilement négociable ou Je si... suis rendue de plus en plus intransigeante. Ouais. Avant, je l'étais beaucoup. J'étais trop fine, trop longtemps. Puis maintenant, je sais la valeur du travail que je donne. Non. Mais moi, pour être de l'autre côté, parce que nous autres, on a des centaines de fournisseurs, là, on deal avec beaucoup de monde. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est avoir une facture que j'avais aucune idée d'où est-ce que ça en allait. Fait que ce que je fais maintenant, là, pour pas être justement de l'autre bord de toi, c'est que je demande aux fournisseurs, tu sais, t'es-moi au courant un peu de où est-ce que ça s'en va les dépenses. Fait que comme ça, je suis jamais surpris, puis je suis correct. Puis si j'ai un mané, gars, là, c'est assez, on arrête, c'est assez. C'est moi qui prends la décision, peut-être. Marie-Philippe, C'est pas le sujet, là. Ouais. Marie-Philippe, Marie-Claude et Alex, comme sujet donc de débat de ce 8e épisode de la 3e saison, vous avez décidé de parler du luxe, hein, de cette envie parfois qu'on a de se payer du luxe. J'ai envie de vous demander dans un premier temps, pourquoi est-ce que vous vouliez mettre ça de l'avant? Est-ce que c'est parce que vous sentez que c'est comme patron, comme boss, que c'est plus ou moins bien vu des employés ou si... Ben écoute, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, je le mentionne dans plusieurs épisodes, faire de l'argent, se payer du luxe, c'est un peu tabou au Québec. On dirait que c'est comme pas permis. Donc, je pense qu'on voulait en parler pour voir c'est quoi les différentes perspectives. J'ai regardé là, un peu la préparation des filles, puis on a clairement des visions différentes. Il y en a qui sont plus dans l'animalier, d'autres dans les voitures. Fait que je pense que c'est un peu pour ça là, qu'on va en parler. Non, mais c'est important parce qu'on parle beaucoup des entrepreneurs qui commencent, puis il n'y a personne qui a une Christie de scène. Puis, tu sais, quand tu commences, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, puis tu essayes. Des fois, tu as des chèques NSF le matin, puis tu manges du beurre de pinot. Moi, je connais toutes les sortes de beurre de pinot disponibles à l'épicerie, puis les soupes ramen, tu sais. Puis un moment donné, tu arrives à un point où tu n'es plus en mode survie. Là, ça devient comme correct. Puis là, plus ça va, plus là, tu deviens à l'aise financièrement. Puis on dirait que la vie se dévoile devant toi. Tu peux comme te payer des choses niaiseuses que tu ne pouvais pas avant. Fait que je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'on voulait en parler. Là. Bien, j'ai une question pour vous, justement. Tu viens de le dire. Lorsque vous commencez comme entrepreneur, vous n'avez pas une Christie de scène. Par contre, c'est pas nécessairement bien vu, je suppose, d'avoir l'air d'une fille ou d'un gars qui n'a pas une Christie de scène. Est-ce que le luxe, c'est peut-être pas important de se le payer au tout début, même quand on n'a pas une Christie de scène?
Mais c'est parce que des fois, si on parle de luxe, puis des fois, je me dis que c'est pas du luxe. Là. C'est juste quand tu tombes dans l'excès. Mais tu sais, je me rappelle quand j'ai renouvelé mon bail de véhicule, je me suis pris un auto de type luxueuse. Mon Dieu, j'ai été 2 mois là, comme anxieuse de dire qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que là, tu te retrouves dans une position où est-ce que si tu as un char trop luxueux, tu te fais dire que tu prends trop de cotes sur son dossier. Puis si tu arrives en char bien ordinaire, tu réussis pas. Fait que la perception des gens, fait que là, faut que. Fait que là, quand j'ai magasiné mon char, j'ai vraiment eu à réfléchir à le modèle, la marque. Qu'est-ce que les gens vont penser? Puis qu'est-ce que les gens vont penser? C'est fou, là. Fait qu'au début, j'étais même pas capable de enjoy mon nouvel achat parce que j'étais comme, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est fou parce qu'on mesure vraiment au Québec, puis à bien des places, le succès de quelqu'un par la voiture qu'il conduit. Ouais. C'est souvent le premier indice, puis on s'entend dessus que tu vas te promener dans certains HLM à Montréal, puis des fois, il y a des BMW qui sont là, puis je veux dire, c'est ça, hein? Oui, complètement. Il y a la voiture, puis pour ceux qui ont des enfants de plus en plus, en tout cas, moi, ça pour le vivre, l'école où vont tes enfants maintenant, ça s'en vient de plus en plus aussi. Les activités qu'ils font. Aussi, exactement, c'est ça. C'est un rôle de réussite sociale, là, tu le vois à ce moment-là aussi, effectivement. Oui, vas-y, Marie. Mais moi, ce qui est encore plus fatigant quand tu es entrepreneur, c'est que non seulement les gens te jugent, parce qu'à un moment donné, ça commence à bien aller, puis etc., mais tu as tellement travaillé fort, puis les gens n'ont tellement pas vu ça, qu'on dirait que tu peux même pas profiter que là ça va mieux, tu sais. On dirait que tout le monde, t'es dessus, fait que là, t'es comme, là, ça va bien, puis là, je peux pas en profiter. Comme la réaction que t'as eue, c'est vraiment en poche, ça. Vous avez parlé de perception tout à l'heure, la perception des autres aussi, mais j'aime bien, Marie-Claude, ce que tu m'as envoyé. C'est un peu la perception de toi vis-à-vis de toi jusqu'à un certain point. À un moment donné, tu as décidé que le luxe pour toi, c'était les vêtements. Ouais. Marie, c'est une poupoune. Je suis une princesse. mais et que ça t'apportait de la confiance aussi, donc, ce luxe-là. Bien, dans le fond, on est... tu sais, moi, je fais beaucoup de PR, je suis dans beaucoup d'événements, puis j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté, puis j'arrivais, puis j'ai réalisé à un moment donné que je vais toujours me rappeler d'une femme qui a porté un regard sur moi, et c'était pleine de jugements. Puis, je suis revenue, je suis sortie de là, je me tenais pas droite. Mais elle a porté des jugements parce que tu étais habillée tout croche, quoi? quoi? Pas tout croche, mais tu sais, mettons un peu underdress, ou tu sais, pas... de base, mettons. Ouais, mettons de base, là, tu sais, que moi, à ce moment-là, je m'en rendais même pas tant compte, mais eux s'en rendent compte. Là. Puis aujourd'hui, maintenant, je vois la différence aussi. Fait que j'ai fait appel à une styliste. Puis, je te dirais que la première garde-robe, je l'ai rentabilisée juste par la confiance que j'ai gagnée, par... les contrats que j'allais chercher parce que j'étais plus confiante, parce que j'avais plus de crédibilité. La deuxième, je pense, je l'ai rentabilisée, mais ça a pris plus de temps. La troisième, t'es rendu à combien, là? J'ai arrêté. Mais pour vrai, je pense, en 1 an et demi, j'ai dépensé comme pour 25 000 $. Hey, OK, ouais. Elle est habillée tout le temps en Gucci. Ouais. Non, mais tu sais, tu pars, t'as rien, le soulier, manteau, ça va vite. Mais donc, même si, en quelque part, ça t'avait beaucoup apporté, à un moment donné, t'as fait comme 25 000 $, c'est trop. C'est trop. J'ai angoissé. Oui, mais ton comptable t'a dit que pourtant, c'était correct. Oui, mon comptable m'a dit, Marie, tu n'as pas de bateau, tu n'as pas de Winnebago. Fait que si tu achètes du linge, c'est correct. T'sais, parce qu'à quelque part, c'est que tu sais, comme justement ce que McSween dit tout le temps, j'en ai-tu vraiment besoin? Je suis vraiment cheap sur bien les affaires. Parce que justement, je me dis tout le temps, un jour, peut-être que je vais manquer de cash puis je vais m'en vouloir à mort si j'ai trop dépensé. Fait que, tu sais, j'en mets dans mon petit bas de laine pour les moments les plus durs. Fait que c'est pour ça que je suis pas du genre à partir sur une go, là. Ouais. Mais quand on est un patron, puis on va arriver à tes petits besoins toi aussi, Alex. Mes petits besoins. Mais quand on est un patron et que ça arrive, puis ça arrive régulièrement de dire à un employé, écoute, cette année, j'ai pas d'argent pour t'augmenter. Puis le gars, il fait 35 000 par année, puis vous promenez en Porsche ou en BM de luxe, de machin. Il n'y a pas un risque, en quelque part, à afficher son luxe comme ça? Oui, c'est sûr. De notre côté, c'est l'employé. C'est sûr que si tu exploites tes employés à ton profit, là, il y a une ligne, branding, c'est sûr que tu t'attires des misères. Là. Si tu viens de t'acheter une Ferrari, mais il faut que tu mettes à pied 20 employés, ça se peut que ça passe un peu du croche. Mais je pense qu'il y a une notion aussi de ouais, OK, là, je m'achète un char de luxe, mais moi, là, j'ai été 3 ans, je ne me versais pas de salaire pour pouvoir te payer le tien. Tu sais, ça, c'est souvent dans la version que les gens ne comprennent pas. Là. En tout cas, on la connaît pas, cette version-là. On le sait pas, du moins. Exactement. Okay. Où les gens, ils disent, on sait bien, ils se promènent en Porsche, au prix qu'ils chargent, je peux bien se payer un gros char. Mais as-tu besoin de te justifier, toi, ou tu fais juste le faire puis tu t'en fous? Moi, j'ai un peu une attitude de je le fais puis je m'en crisse. Ouais. Puis ceux qui sont pas contents, ben ils seront pas contents parce que il va tout le temps avoir du monde pas content. Je veux dire, tu sais, le monde chiale sur les dépenses de Guy Laliberté, mais combien de monde il a fait vivre avec le Cirque du Soleil? Combien de rayonnements on a eu, tu sais? Ouais.
je pense qu'il va tout le temps avoir des gens qui vont chialer. Quand on a commencé le podcast, vous vous rappelez, les filles? Là? Ah, il n'y a pas de filles. Ah, il n'y a pas d'ethnie. Ah, il y a tout le temps du monde pas content, peu importe. Fait que ça, moi, selon moi, je m'en fous. Là. Je dépense ce que j'ai à dépenser, puis that's it. Parce que de toute façon, quand ça va pas bien aller, ces gens-là, on va leur mettre d'en face de toute façon que j'ai trop dépensé. Fait que toi, Alex, tes luxes, ça passe par quoi? Ben écoute, étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de voitures très chères. Puis j'aurais peut-être pas dû. Je serais pas mal plus riche aujourd'hui. T'es un gars de char, toi? Oui. Je savais pas ça. J'ai déjà eu 3 en même temps, puis tu sais, ça pourrait payer... Ça fait payer à peu près 4 hypothèques. Je te donner une idée. Mais j'étais plus jeune. On est loin de ma minivan Kia. Aujourd'hui, je roule en SUV, tu comprends? Ouais. Bon. Mais par contre, je m'achète des petites bébelles plus undercover qui paraissent pas. C'est un appareil photo qui coûte très, très cher. Un ordinateur, lui avec, qui coûte cher. Mais ça paraît moins. OK. Surtout, bon, ma femme n'écoute pas les épisodes, fait qu'elle s'en rend pas compte, tu sais. Ouais, mais mettons, ton ordinateur te permet de travailler. Ouais, non, c'est pour aller à la maison pour faire mes photos. J'admets, j'adore tes luxes, Marie-Philippe. Lesquels? Ben, les chiens, les actifs canins. C'est pas un luxe, un chien, arrête. C'est la santé mentale. Non, je suis pas d'accord. Moi, Tous quand les j'avais- peddlers à Montréal Non. ont un chien. Moi, quand j'avais pas d'argent, je voulais m'acheter un chien, mais j'avais pas d'argent parce que ma race de chien, c'est 2500 par chien. Fait Ça, que là, c'est le là, chien qui mange du caca, hein? T'es non, rendu il à mange 3 plus de caca. chiens. Là, c'est ça. Là, je suis rendue à 3 chiens. J'étais à ça de le mettre dans mon bilan comme actif canin. 3 fois 2500. 3 fois 2500. Mais c'est sans la 7500 piastres en bouffe, chien. c'est sans- Hey, Chris, ça coûte cher, les chiens. Là. Ouais. C'est 300 piastres par mois, à peu près. Là. Hey, de bouffe, de Est-ce gogos. qu'on parle de mes... Non, mes enfants, parce que c'est pas pareil. Les chiens, ta blonde va être content. Mais c'est pour ça que je trouve pas que c'est. Tu sais, t'as pas d'enfant, t'as des chiens. Ouais, mais c'est ça, c'est un luxe. Moi, mon chien, c'est comme Ouais. mon bébé. Ouais, c'est ça. Donc, les chiens, donc ça fait partie de tes luxes. Ouais. Moto. Moi, j'ai une moto. Je me suis acheté une moto 10 000. Je vais essayer de ne pas mourir dessus, mais... Jamais de remords, t'es correct, c'est important pour toi. C'est-tu une soupape en quelque part? Tu sais, des fois, quand on filme Une loin dans la vie, récompense. là, ben c'est ça mon point, c'est ça. Parce que moi, ces bébés-là, je m'endette pas pour. Là. Non, c'est ça. Non, moi, je l'ai payé cash. Ouais, c'est Fait ça. que, non, je me suis pas endettée, mais moi, j'ai de la misère de faire ces achats-là. Pour être honnête, là, c'est comme... OK, en ce moment, à l'épicerie, là, mes cartes de crédit sont toutes déloadées. OK? J'ai plein d'argent sur mes cartes de crédit, mais à chaque fois que je vais payer avec ma carte de crédit, je suis stressée que ce soit écrit carte déclinée. Ah non, mais je fais pareil. Parce que c'est tellement Je check ridicule. sur l'app s'il y a de la place tout le temps. Il y en Mais a toujours. Moi, je Mais sais qu'il y check. en a. Là. J'ai une carte, j'ai 30 000 $ dessus. Mais à chaque fois, j'ai comme un syndrome post-traumatique qu'il y en a tellement eu que c'était décliné que là, je stresse. Fait que quand je fais des achats, je suis comme pas bien. Là. Et de ce temps-ci, j'en fais pas. Là. Je fais rien. Je pense que ça fait 1 an que j'ai rien fait d'achat parce que je suis comme, c'est ça, je suis en syndrome post-traumatique. Je veux pas. Je veux pas. T'as J'ai des peur. petites réponses prêtes. Ah, j'ai pas oublié de faire le virement. Ah, beaucoup d'achats hein, de ce temps-ci. Ouais. Je m'en sers pour Tu le sais, des business. affaires de même que les premières années, c'est l'enfer. Les gens réalisent pas. Là. Puis c'est ça que je trouve plate, c'est qu'après ça, quand tu sors de ça, puis là, tu veux, crime, profiter de la vie, aller voyager ou faire des affaires. Là, tu te le fais dire. Mais crime, il était pas là quand t'en avais pas au début. Là. Tu Tu parles- te l'as déjà fait dire, donc? Ben, moi, non. Je me le suis pas fait dire, mais on le ressent. Tu sais, on le ressent. Moi, j'ai un véhicule qui flash un peu, puis c'est ça, on le ressent. Tu sais, les gens veulent savoir combien je paye mes gens d'entrepôt. Tu sais, ils vont poser des questions Ouais, comme ouais. ça. Mes gens d'entrepôt sont très bien payés, c'est 18 $. Mais, tu sais, c'est ça, ils vont poser la question. OK. Je pense de vos actifs matériels, de vos petits luxes comme tels, à la gestion d'entreprise, toujours sous la notion du luxe en quelque part. Est-ce que, à un moment donné, quitte à peut-être surpayer une coche pour vous assurer d'avoir les meilleurs employés, c'est un luxe Est-ce que c'est un luxe? Dans Ah, un c'est premier un- temps? Moi, je pense que c'est un investissement. C'est pas du luxe, là, parce Non. que sinon, un mauvais employé va te coûter plus cher, au final. Ouais, mais ça, tu l'apprends. Il faut que tu Ouais, le fasses c'est une ça. couple de fois pour l'apprendre. Ouais, ça. ouais, Tu c'est l'apprends ça. Fait que là, on vous le dit, là, un pas bon, c'est un pas bon, ça reste pas bon, c'est pas bon. Ça Hein? coûte. Ah, je t'ai dit, on peut pas voir, là, mais c'est comme. Ouais, c'est de l'argent Ouais. qui sort. De l'argent qui sort. Mais, tu sais, c'est quand même. Moi, je vois ça comme un luxe. Parce qu'au début, on dira ce qu'on veut, on n'a pas d'argent. À moins que Ouais. ta famille t'en ait donné ou t'aies du financement, t'en as pas d'argent. Fait que quand tu commences à pouvoir te payer, là, vraiment des bons employés, oui, c'est un investissement, mais c'est un luxe. Là. C'est ça fait fun. peur. là. Tu sais, c'est cool. T'es pas obligé de te payer des employés qui valent ce qu'ils valent. Là. OK. Le meilleur des moins bons, mettons. Ouais, genre. Mais tu sais, moi, je viens du domaine des technologies. Oui. Là, on a un gros problème, c'est que tu as des Google, des Facebook, des Gsoft qui font des bureaux extraordinaires avec un skatepark, des restaurants, des traiteurs, des consoles de jeux vidéo. Les gens s'attendent à ça maintenant. Tu sais, et c'est sûr qu'ils s'attendent à ça à une plus petite échelle, vu la grandeur de l'entreprise.
Mais c'est rendu que investir dans du mobilier, du décor, de l'ambiance de travail, c'est même plus un luxe, c'est un investissement essentiel. Carrément. Oui, absolument. Ça te sert à garder ton monde, c'est un processus Garder, de rétention puis à pour tes recruter employés. aussi. Les gens arrivent, ils font comme... Tu sais, ben, en ce moment, nous, on investit beaucoup dans le capital humain, dans les employés, etc. Mais là, 2020-2021, faut investir dans ce que le bureau a de l'air parce qu'on n'a pas le choix. Puis on a longtemps parlé des tables de baby-foot, des tables de pool, etc. En 2020, en mobilier, on est rendu où? C'est quoi aujourd'hui investir pour Mur le d'escalade, télé-écran géant. mur d'escalade? Table de baby-foot, c'est vraiment bruyant. Là. Fait que faut qu'il y ait une salle dédiée à ça. Là. Des arcades old style. C'est fou, là. Ben, tu sais, moi, cette année, pour mon partenariat, j'avais pas vraiment de limite, puis j'ai voulu leur faire vivre une expérience parce que je me suis dit, ça, ils vont s'en rappeler. Puis, tu sais, je me suis dit, j'avais envie de les gâter, eux aussi, tu sais, puis quand on est allé, c'était le fun, on a passé le matin, on est allé faire la guignolée. Après ça, on est allé au Sky Venture, puis en plus, j'ai emmené des gars qui nous ont filmés pour qu'eux puissent avoir des photos puis des vidéos de tout ça. Nice. Puis après ça, on est allé souper, puis, tu sais, payer du luxe aussi à sa gang, je pense que c'est important pour plein de facteurs. Là. Mais tes clients, là, ils diraient quoi, sachant que tu as dépensé cet argent-là? Ils diraient-tu que tu aurais peut-être pu réduire un peu ma facture au lieu de flamber de l'argent comme ça? Bien, j'espère pas ça. Parce que c'est... Tu sais, les filles qui travaillent sur leur dossier, c'est grâce à elles que... tu sais, on résout tellement de problèmes dans une journée là, qu'ils sont bien contentes que mes filles soient contentes. On parle beaucoup, quand on a parlé tout à l'heure de la consommation de vos luxes, tout ça, particulièrement, évidemment, avec les voitures, les vêtements, les griffes et tout ça, on a beaucoup parlé de ce que ça pouvait engendrer comme jalousie. Mais est-ce qu'en quelque part, ça ne peut pas aussi engendrer une certaine confiance de la part de vos employés? C'est-à-dire que, tabarouette, on est en de bonnes mains, ça va bien. C'est quelque chose que... Je pense que oui. Toi, Oui. Ben, c'est sûr que la perception... moi, j'étais avocate avant, puis c'est sûr que quand tu t'envoies sur un client qui fait 100 millions par année, tu peux pas arriver en Hyundai 94. Fait que, tu sais, tout est dans l'apparence aussi. Là. Fait que, je pense qu'il y a une limite. On parlait de Martin-Luc Archambault l'année passée. Il y a eu... puis moi, j'avais des employés qui travaillaient pour lui, puis il y avait beaucoup d'employés qui étaient frustrés parce qu'il y avait des salaires bas. Puis lui, on le voyait qui était en hélicoptère puis en jet. Fait que je pense qu'il y a une ligne qui est très mince. Faut, comme Alex disait, il ne faut pas exagérer, mais il faut quand même que, oui, ça a l'air de bien fonctionner. Là. Okay. Mais moi, je pense que ça inspire la confiance aussi au niveau des employés. Là, tu t'achètes pas une voiture de luxe, ton entreprise est en train de crasher et tu n'arrives pas à faire le payroll. Là. Selon moi. Mais je pense qu'il faut que tu sois conséquent. T'sais, moi, mes employés, ils voient les chiffres à chaque mois. Fait qu'ils sont très à jour de ce qui se passe dans la business. T'sais, moi, je suis très open book. Puis je pense qu'il faut aussi que après ça, tes dépenses à l'interne soient conséquentes. Si tu dis que j'ai pas d'argent pour réinjecter ou j'ai de l'argent pour injecter, c'est ça, faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une corrélation. Okay. Les gens sont pas caves. Là. Non, en effet. Êtes-vous prêts pour C'est quoi le problème, les amis? Yes! Ça s'en vient tout de suite après ceci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec. La question du public aujourd'hui nous vient de Mathieu Lessard, qui est le président de Buster Fetcher, qui est un service qui permet d'obtenir un remboursement pour les retards dans la livraison de vos colis. Marie-Claude, est-ce que tu peux nous lire ça? En gros, Mathieu nous dit « De nos jours, les clients communiquent avec les entreprises par toutes sortes de canaux. Téléphone, courriel, Messenger et même les textos. Connaissez-vous un logiciel ou un app qui permettrait de répondre aux textos envoyés à notre numéro d'entreprise, comme on peut le faire avec un logiciel de chat ou encore Outlook? » Je me retourne vers ma gauche, Alex, de Mango Software. Tiens. Yes. Alors, Mathieu, premièrement, si tu veux me contacter par la suite pour que je te donne plus d'informations, ça va me faire plaisir. Je te donne une réponse courte. Un numéro d'entreprise ou une ligne terrestre ou une ligne cellulaire, exemple Bell, etc., ça se fait pas. Tu dois absolument acheter un numéro qui est dédié pour ça. Puis à ce moment-là, tu peux programmer avec des services l'interaction. Comme ils font un peu à la radio, là, quand tu envoies un message texte puis tu te réponds, c'est des numéros de téléphone qui sont dédiés à ça. Mais ceux qui sont vendus, le grand public, malheureusement, ça se fait pas. La compagnie Twilio, Twilio.com, vendent ce genre de numéro-là. Ça coûte à peu près $1 par numéro et il y a des 514 disponibles. Okay. Et donc, Mathieu, évidemment, comme il vient de le dire, tu peux toujours donner un petit coup de fil à Alex du côté de chez Mango Software. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Merci beaucoup, Alex, pour cette réponse. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911.
Les Dérangeants. C'est déjà tout pour ce 8e épisode. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci les filles. Merci Alex. Merci, Pat. Merci, Pat. Ça fait plaisir. Merci beaucoup également à Pierre-Yves McSween d'être passé ici par la table des Dérangeants. Dans 2 semaines, prochain épisode, 9e épisode, on reçoit Éric Naman, qui est le président, Marie-Claude, de Damatec et qui est aussi, ultimement, un gars que la Montreal Gazette, le journal, donc, décrit comme un patron de rêve, un dream boss. Donc, on va enfin savoir ce que c'est d'être un patron de rêve. Un modèle à suivre. C'est hallucinant, là. Et d'ailleurs, ce sera un peu la thématique de notre prochain podcast. Je suis un bon boss. Alors, manquez pas ça. Je sens que ça va être bon. J'ai l'impression que oui, les débats vont fuser de partout, les amis. Merci beaucoup encore une fois pour toutes vos réactions et on se retrouve dans 2 semaines. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!